PSL, Paris Sciences et Lettres, qui est un nouveau géant dans le monde de l'enseignement supérieur en France. Je dis nouveau parce qu'en fait, vos statuts, vous avez une bonne nouvelle, ont été publiés la semaine dernière. Donc c'est une grande étape pour vous. Peut-être juste pour revenir un tout petit peu sur ce que c'est que PSL et d'où ça vient en fait. Oui, en effet, PSL est une grande nouvelle marque de l'enseignement supérieur, mais néanmoins méconnue. PSL a moins de 10 ans. Donc à l'origine, il y a eu, entre autres, un électrochoc en France, avec un grand classement qui est paru à l'international, qui s'appelle le classement de Shanghai, dans lequel les grandes écoles et universités françaises se retrouvaient assez mal classées, c'est-à-dire plutôt à partir de 100e rang, voire 350e rang, pour certains des fleurons de la recherche française. Le constat a été fait que ce n'est pas que nous étions mauvais, c'est que nous étions petits. Et donc il y avait un enjeu d'échelle et de taille. Et le gouvernement de l'époque a mobilisé le secteur de l'enseignement supérieur en débloquant des fonds donc, autour des investissements d'avenir et en demandant aux établissements de proposer des projets. Et les projets donc, se sont constitués autour de pôles d'enseignement supérieur avec une volonté d'être plus grand, plus fort, pour, non pas pour être bien classé, mais pour rentrer dans, on va dire, le concert, la compétition internationale qui existe. Et PSL a fait partie donc, de ces initiatives proposées à l'époque autour de l'école normale supérieure, donc la rue d'Ulm à Paris, et d'un pôle de quelques écoles, dont 3 grandes écoles d'ingénieurs, le SPCI Paris, Chimie Paris Tech et les mines, le Collège de France, l'Observatoire de Paris, et puis se sont rajoutées d'autres écoles, telles des écoles d'art, les arts déco, qui sont également dans la rue d'Ulm juste à côté, et puis des écoles en sciences humaines et sociales. Paris-Dauphine, donc l'université Paris-Dauphine a rejoint également PSL. Aujourd'hui, PSL est constitué d'un périmètre de 11 établissements qui ont toutes comme particularité commune d'être ce qu'on appelle en France des grandes écoles ou universités, donc sélectives, avec une sélectivité assumée, et plutôt de taille moyenne. Donc vous disiez un géant, certes, mais un géant néanmoins de taille moyenne. Donc on cumule tout, si on rajoute tout, si on additionne tous les étudiants de toutes les écoles de PSL, on est à 17 000 étudiants, donc avec Dauphine qui en rassemble la majorité, ce qui est peu ou prou à peu près la taille d'une université comme le MIT ou comme Stanford. Mais c'est beaucoup plus petit que par exemple qu'une des autres grandes universités du pôle parisien qui est Saclay ou qui est Sorbonne, qui va rassembler plutôt dans les 50, 60 jusqu'à 100 000 étudiants. À Paris, il y a également 3 autres grandes universités donc, qui sont à peu près comparables en termes de taille, en termes de positionnement que PSL, qui sont donc Sorbonne Université, Université de Paris et Paris-Saclay. Et les simulations que nous avons faites en termes de classement de Shanghai positionnent PSL dans les 20 à 30 premières universités mondiales, alors que les premières écoles qui étaient dans PSL, hors PSL, étaient plutôt aux alentours de 80e. Donc c'est un des bénéfices de ce regroupement, mais pas le seul. Et en effet, comme le disait Rachel, depuis 10 ans, nous avons construit ce grand pôle et la grande nouvelle, c'est que la semaine dernière, le décret officiel a été publié et nous sommes officiellement une université, ce qui est quand même pas rien, c'est-à-dire que c'est une université qui rassemble des grandes écoles. Et justement, c'est pas rien dans votre domaine qui est la communication, surtout quand on sait que les grandes écoles, comme vous les avez citées, sont des écoles qui ont des identités qui sont très fortes et qui existent depuis très longtemps, et tout d'un coup, on a un tout qui apparaît, qui est plus jeune que toutes les parties. Et vous avez dû travailler sur ça, et vous avez dû travailler sur cette plateforme de marque, d'autant plus qu'il n'y avait pas de précédent en France. Donc comment vous avez fait pour réussir à créer cette marque PSL ? Alors en effet, moi je viens de la marque et je pense que je suis arrivée à PSL pour travailler là-dessus, donc ça fait près de 4 ans que je suis à PSL.
Et la particularité est en effet qu'il s'agit de construire une grande marque qui, dans le jargon du marketing et de la marque, est une marque ombrelle, avec des marques filles, sauf que la spécificité de PSL, c'est que ces marques filles lui préexistent. Les marques filles, les marques des grands établissements de PSL ont entre 50 et 500 ans. Dauphine a 50 ans, a fêté son cinquantenaire l'année dernière, elle a été créée après mai 68, et le Collège de France 1530. Donc on est dans des, on va dire, dans des histoires en effet extrêmement longues, extrêmement prestigieuses, avec des marques connues dans le monde entier pour certaines, de la recherche de très 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 haut niveau, hein, que ce soit le Collège de France qui accueille parmi les meilleurs professeurs au monde, et puis un niveau de publication scientifique extrêmement élevé et un attachement et une identité extrêmement forte. On en parlait par rapport aux alumni et aux diplômés de nos écoles qui sont évidemment liés à cette historique. Donc en effet, j'avais une sorte de page blanche pour la construction de PSL parce qu'évidemment le défi de cette construction, c'est qu'il faut aller très vite dans un univers qui est extrêmement, pas lent, mais qui est dans la durée. Je veux dire, toutes les grandes universités auxquelles on se compare ont des centaines d'années. Je veux dire, que ce soit Cambridge, que ce soit Oxford, que ce soit Harvard, le MIT, elles ont toutes 50, 100 ans. Aujourd'hui, il y a un classement qui existe des jeunes universités. On est considéré comme jeune jusqu'à 50 ans. Je veux dire, le temps de l'université est un temps long, est un temps très très long. Voilà, on est loin de l'univers de marques de grande consommation ou de start-up et autres. Donc, on a ce défi d'aller très très vite parce qu'il y a une demande gouvernementale, hein, et qu'on est tous passionnés par ce projet et qu'on a envie de le faire. Et néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un secteur dans lequel les choses sont ancrées depuis des années et qu'il y a des communautés qu'il faut accompagner dans ce changement. Donc, en termes de marque, la façon dont j'ai procédé a malheureusement été un tout petit peu brutale, mais mon expérience faisait que j'ai dû adopter des moyens et des façons de faire issus de là d'où je venais. Et j'ai imposé ce qu'on appelle le co-branding, c'est-à-dire la position de la marque PSL à toutes les marques des établissements. Et ça s'est traduit donc par un changement des marques de nos établissements qui a été adopté maintenant il y a 2 ans. Donc si vous allez sur le site par exemple de l'Observatoire de Paris, qui a 350 ans, et bien, sur son site, le logo de l'Observatoire de Paris, c'est Observatoire de Paris PSL. Et de plus en plus, du coup, cela se généralise à ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire la façon dont les marques se présentent elles-mêmes. Et ça sert la marque PSL à monter en notoriété sur les épaules, c'est la façon dont on le définit, sur les épaules de ces grandes marques. Étant donné qu'il n'est pas prévu de faire de grandes campagnes de notoriété, l'université publique n'a pas de moyens pour faire de la publicité payante. Donc pour faire une montée en notoriété, c'est le moyen qu'on a trouvé et on l'a généralisé à plein d'autres choses, hein, sans rentrer dans des trucs trop techniques, mais les noms de domaine par exemple, les noms de domaine des écoles de PSL sont passés également depuis 2 ans en psl.eu. Donc par exemple, l'ENS, c'est ens.psl.eu. C'est passé de ens.fr à ens.psl.eu. C'est des petites choses qui ne sont pas si petites, hein, parce que dans certains établissements, la bascule du nom de domaine a occasionné... Oui, voilà, hein, vous avez dû avoir beaucoup de... D'ailleurs, comment est-ce que vous avez géré ça? Parce qu'on connaît les marques qui sont très, très attachées à leur nom. Comment vous avez fait pour gérer ce passage, pour accompagner le changement? En fait, ça a pris du temps, parce que ce changement, je l'ai proposé, je suis arrivée en mars 2016, je l'ai proposé en juin 2016. Parce que la charte PSL, quand je suis arrivée, proposait trois propositions. Il y avait 3 propositions de co-branding et quasiment aucun des établissements n'avait choisi la plus contraignante. Non pas qu'il y avait une réticence, mais il y avait une prise de conscience, notamment par les directeurs de la communication et directrices de la communication, que ce changement allait occasionner des difficultés en interne. Et donc on a, en 2016, quand je l'ai proposé, ça n'a pas été accepté.
C'est-à-dire qu'on m'a tous dit, mais tu vas beaucoup trop vite. Politiquement, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faut que ce changement de marque accompagne un mouvement politique. Et donc, moi, j'ai un peu rué dans les brancards et j'ai un peu fait en sorte que les choses avancent vite parce que j'ai expliqué à tout le monde qui voulait bien l'entendre que la communication, ça prend du temps. La plupart des gens qui sont dans les gouvernances pensent que tout est acquis, qu'on y travaille tellement jour et nuit que tout le monde est au courant, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Quand on va dans un labo, on se rend compte que le chercheur, il appartient d'abord à son labo, à son établissement, à son UMR, il a aussi une tutelle. Donc PSL, c'est un truc, c'est quand même assez lointain. Donc le fait de l'imposer dans le logo, évidemment, les gens râlent, ils se plaignent. Néanmoins, il y a un moment où ils en voient les bénéfices, par exemple quand les classements sortent. Je dis par exemple parce qu'on nous a souvent dit, et les Français ont une relation assez compliquée avec les classements internationaux, oui, on fait ça pour les classements. Non, on ne le fait pas pour les classements. Il se trouve que les classements sont un indicateur voilà, qui compte. Je veux dire, les étudiants internationaux, je pense qu'il y a un sujet sur l'attractivité de la France tout à l'heure. C'est un fait, c'est une réalité. On regarde quand même les classements dans la discipline qui nous intéresse. Si on veut faire des maths, on va quand même regarder quels sont les établissements dans lesquels les maths sont les meilleurs. Et si c'est Helsinki, on va peut-être pas y aller parce qu'on n'aime pas la météo d'Helsinki, mais on va peut-être choisir une ville qui nous intéresse aussi. Donc il y a un mix entre évidemment plein d'éléments qui font qu'on choisit un établissement et les classements jouent néanmoins. Et pour une communauté, le fait de se retrouver classé, alors on est déjà classé dans 2 des grands classements internationaux qui comptent pour PSL, c'est-à-dire des classements axés sur la recherche, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une des grandes spécificités aussi, un des grands points communs de tous nos établissements, c'est la recherche. Tous nos établissements sont orientés en recherche intensive, ont des laboratoires de pointe, on a 180 laboratoires, 5000 chercheurs, que ce soit à l'Observatoire de Paris ou à l'ESPCI. L'ESPCI, par exemple, est une école d'ingénieurs dont 80% des diplômés continuent en doctorat, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles d'ingénieurs. Donc c'est vraiment une des spécificités de nos écoles. Le fait d'être classé, donc par exemple on est classé dans THE depuis 2 ans, donc le Times Higher Education qui sort un classement qui est également très reconnu et très regardé à l'international et qui s'appuie aussi sur la recherche, donc pas seulement sur les critères type salaire des alumni ou ce genre de choses, mais vraiment sur les publications scientifiques, le positionnement de nos laboratoires, l'encadrement, etc. Et PSL était 41e l'année dernière et cette année on est 45e. Ça fluctue beaucoup parce qu'évidemment l'environnement international est extrêmement mouvant. Et ça, quand on publie nos classements, tout à coup PSL est vraiment très très aimé. Oui, j'imagine. C'est un peu comme quand vous avez un prix Nobel. Un peu, bon, non, le prix Nobel quand même dépasse le classement en termes d'engouement. Il n'y a pas plus fort en termes de signal et en termes de reconnaissance qu'un prix Nobel. En effet, il faut citer ça parce qu'on disons qu'on a revendiqué et on s'est réjoui du prix Nobel accordé à Esther Duflo en économie cette année, puisque Esther Duflo est une alumni de PSL. Et du coup, moi, j'avais 2 questions, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que dans les universités, la question de la direction de la communication est pas un parent pauvre, mais en fait, on a encore du mal. Les universités ont beaucoup de mal à comprendre ça. Est-ce que vous avez vu un changement parce que justement, vous avez fait ce travail-là? Est-ce qu'il y a un changement de considération dans de la communication dans ces grands établissements-là? Alors quand je suis arrivée, on m'avait dit attention, n'utilise pas le terme marque, ne parle pas de marketing, les gens n'aiment pas ça dans l'université, les chercheurs, etc. C'est pas vraiment vrai, franchement. On parle de marque, je veux dire, dans l'université française, comme dans les grandes écoles, comme dans le public et dans le privé, on est conscient qu'il y a une compétition, qu'il y a des grandes marques, on les respecte, on les aime ou on les déteste.
En effet, néanmoins, les directions de la communication des universités aujourd'hui ne sont pas de nature homogène, c'est-à-dire qu'il y a des directions de communication dont les personnels sont très orientés recherche. Par exemple, à l'Observatoire de Paris, la directrice de la communication, elle a un doctorat en astrophysique. Voilà, je ne prétends pas avoir ce niveau de compétences scientifiques, et donc elle va avoir vraiment une action dans son quotidien orientée sur la valorisation de la recherche de l'Observatoire de Paris. Et elle peut la comprendre, elle peut l'appréhender. Moi, je n'ai pas de doctorat, en toute humilité, je fais mon travail comme je peux. Et donc, au sein, par exemple, des établissements de PSL, on a des profils qui sont très communication, mais on a quand même moins de profils communication que de profils recherche et enseignement. Donc, il peut y avoir des anciens professeurs ou enseignants qui se sont reconvertis, qui ont un amour de la communication. Donc il y a de tout, et les positionnements des directions de la communication également, sont également variés. Il y en a qui sont au COMEX, au comité de direction, puis il y en a qui n'y sont pas, et qui vont avoir, on va dire, une interaction un peu moindre avec leur direction et avec, on va dire, les aspects stratégiques des établissements. Et en effet, pour moi, venant de là où je venais, d'où je venais du privé, dans l'université, il y a un peu moins, on va dire, de feuilles de route, de stratégie, de plans médias, ce genre de choses. Mais d'une certaine façon, ça se comprend, parce que d'abord, il y a très peu de budget aussi. Donc, en fait, il s'agit juste de réussir à faire des priorités, des arbitrages avec ce qu'on a comme budget et comme moyens. Après, il y a énormément de chantiers, et il faut juste choisir les bons, et en lien avec son président ou son DGS, en fonction de la hiérarchie qui est celle de l'établissement, pour que la communication accompagne la stratégie, le développement de l'école. Et du coup, là, on a bien compris qu'il y avait deux contraintes, qui étaient à la fois le temps de l'université et puis cette question de budget. Vos ambitions, en tout cas vos prochains enjeux, c'est lesquels? Vous avez quoi comme grand jalon? Alors, ce dont je n'ai pas parlé, mais qui est un truc un peu barbare, propre à l'enseignement supérieur et au process dans lequel on est actuellement, c'est l'IDEX, l'initiative d'excellence. Donc, je vous ai parlé du grand emprunt tout à l'heure. Donc, le gouvernement français a mis des moyens sur la table et a sollicité un jury international constitué de 20 personnes, donc, qui sont neutres, qui ne sont pas impliquées dans l'enseignement supérieur français, et qui ont été chargés d'évaluer ces initiatives. Et donc aujourd'hui, il y en a une vingtaine en France qui ont été labellisées, donc initiatives d'excellence, IDEX. Donc c'est des termes un peu barbares. Moi, quand je suis arrivée à PSL, j'ai découvert les IDEX, les LABEX, les Equipex. Donc c'est des trucs... bon. C'est vrai que ça fait scientifique en même temps. Et donc, quand on est un LABEX, par exemple, on est un laboratoire d'excellence. Donc ça veut dire qu'on a des moyens pour mettre en place une stratégie de recherche qui, sans ces moyens, ne pourrait exister. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais avant, on va dire qu'elle ramait beaucoup, et que des équipes de recherche travaillaient ensemble, parce que ça s'est toujours fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ces regroupements se sont faits, parce qu'en fait, les universités, avant mai 68, travaillaient ensemble. Il y avait déjà une pluridisciplinarité existante, et dans les laboratoires de recherche en France, on est dans la pluridisciplinarité aussi. Mais donc, mettre un peu plus de moyens, ça permet de fluidifier et, on va dire, de rehausser les ambitions pour permettre, d'un point de vue scientifique, plus de publications, plus de résultats, l'accès à des équipements, l'accès à des programmes internationaux, etc. Donc, mettre un peu de rapidité et de célérité dans tout ça. Et ce jury donc, se réunit en 2011 la première fois. En 2016, si je ne me trompe pas, on en est à la 3e ou 4e étape. Donc PSL est en période encore d'examen, parce que ce jury applique des critères internationaux à sa façon d'évaluer les programmes, enfin les projets. Et typiquement, pour eux, il s'agit de vérifier que l'argent mis par l'État français va servir au projet et à l'ambition initiale, et non pas juste à payer quelques programmes comme ça qui ne sont pas pérennes. Donc certains établissements qui ont fusionné
comme Sorbonne, hein. Je prends Sorbonne parce que c'est notre voisin et qu'on on est très proche, donc a fusionné P4, Paris 4, Paris 6, et une faculté de médecine à la Salpêtrière, hein, a eu sa pérennisation IDEX dès 2018. PSL, non. Pourquoi ? Parce que notre modèle n'est pas un modèle fusionnel. C'est-à-dire que nous ne fusionnons pas, il n'est absolument pas question de fusionner l'École normale supérieure et le Collège de France. Ça n'a pas de sens. De même pour Saclay, qui est également très proche de nous en termes de modèle de gouvernance, ne fusionnera pas l'école centrale et AgroParisTech. Donc, on est un modèle un peu étrange pour le jury. Ils ne comprennent pas très bien et on se met à leur place, on comprend qu'ils ne comprennent pas, hein, puisque mettre ensemble des grandes écoles comme ça pour faire une université, c'est une sorte de paradoxe et c'est une innovation telle que, notamment en 10 ans, comme je le disais tout à l'heure, les résultats ne sont pas forcément visibles tout de suite. Donc on fait des choses comme par exemple mutualiser des services pour réaliser, avoir des résultats, on va dire, plus probants en termes d'efficacité et de rentabilité des moyens mis sur la table. Mais tout cela prend plus de temps que si c'était une fusion. Après, les fusions, c'est pas forcément non plus, ça se fait pas forcément non plus sans dégâts. Donc la prochaine échéance, pour vous répondre, c'est l'IDEX en 2020. Donc à l'automne 2020, en septembre 2020, donc le président de PSL repassera devant ce jury et ce jury en fait remet son rapport ensuite au Premier ministre qui dit oui ou non nous pérennisons. Et donc évidemment on a bon espoir que nous le serons, ce qui nous permettra ensuite de se consacrer à autre chose que pondre des rapports qui nous prennent quand même beaucoup de temps. Oui, j'imagine. Et après, il y a Shanghai. Donc Shanghai sort le 15 août tous les ans. C'est super, parce que du coup, la presse française, en général, est en vacances et donc sort toujours tous les mêmes articles sur la France est en retard. Si tout va bien, nous y serons cette année, hein. Les gens de Shanghai attendent la liste du ministère, attendent que le gouvernement français dise voilà la liste des universités, prenez-les. Et comme jusqu'à présent, avant notre décret, nous étions un truc qui s'appelait une commu, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce qu'est une commu, donc ils disaient non. On a vu PSL, c'est chouette, hein, c'est un beau projet, un mais ovni qu'on peut pas. Voilà, c'est un ovni non identifié. D'accord. Donc Saclay et PSL devraient, en toute logique, être classés en 2020. Bon, on va suivre ça dès août. Merci beaucoup pour cette intervention et on voit que vous avez encore beaucoup de projets en cours. Projet scientifique. Hein. Comme le dit souvent notre président, il y a le volet institutionnel qui nous a pris beaucoup de temps et on est vraiment pressé parce qu'on a énormément de dossiers scientifiques et ce qu'on appelle notre projet intellectuel, hein, dont je ne parle pas parce que ce n'était pas le sujet, mais qui fait que c'est là-dessus qu'on a tous envie de travailler. Tous les présidents et directeurs de tous les établissements de PSL sont des chercheurs. Oui, donc il y a ce qu'ils aiment, c'est faire de la recherche, en fait. Et donc, faire... Donc la partie administrative commence un peu à... Voilà, ça serait bien qu'on passe à autre chose, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette création de marque ? Oui, je vous passe le micro tout de suite. Merci. Jean-Baptiste Maurice, directeur de développement à Brest Business School. J'avais deux petites questions en fait. C'est quand vous avez parlé du co-branding et du temps que ça a mis à être mis en place. Est-ce que vous avez mis en place justement une équipe de conduite du changement pour arriver à vos fins ou pas ? Et je vous laisse répondre déjà à cette question. La réponse est non. Non ? Non. Enfin, en fait, on a, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez une équipe de conduite du changement, mais stricto sensu, non. C'est-à-dire qu'on a vraiment très peu de moyens. Hein, ouais. En revanche, on a, en termes d'organisation, ce qu'on appelle des GT, hein, des groupes de travail. Donc, je rassemble tous les mois les directeurs et directrices de la communication des établissements de PSL. Et on a des dossiers, dont celui-là. Donc, oui, d'une certaine façon, on a travaillé à ce changement. Et ensuite, moi, j'ai été présenter la façon dont les choses allaient se mettre en place dans les différents autres cercles, hein, les DGS, les chefs d'établissement. Néanmoins, il n'y a pas eu une agence, par exemple. D'accord.
pour dire tiens, on va faire ça comme ça. Donc quand je le disais, je l'ai fait un peu vite et de façon un peu brutale, c'est parce que vu d'où je viens, j'aurais adoré pouvoir travailler les choses plus en profondeur, et certains collègues l'ont un peu, enfin ça a été un peu brutal quoi, d'une certaine façon, et j'aurais aimé le faire de façon un peu plus fluide. D'accord. C'est ce que j'entendais en fait, c'était plutôt en interne. J'ai même pas par exemple, je le dis souvent, j'ai même pas par exemple de charte officielle. J'ai une charte, j'ai un document de marque, mais il change souvent. Il y a eu beaucoup de changements dans le périmètre de PSL depuis 3 ans, enfin depuis 10 ans, depuis qu'elle existe. Donc, pour aussi, on va dire, arbitrer nos moyens, pour le moment, j'ai jugé qu'il n'était pas utile, et je sais ce que ça coûte de faire une charte. Donc, je ferai une charte quand les choses se seront stabilisées et que nous aurons été pérennisées par l'IDEX. Et par rapport au classement, en fait, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez une personne, par exemple, qui est dédiée au classement, qui prend en compte les critères des différents classements? Parce qu'il y en a qui sont complètement contradictoires. Donc, est-ce que vous vous dites, voilà, on se fixe sur ces classements, on doit atteindre ces critères-là pour être bien classé? Alors, on a la chance à PSL d'avoir 1 voire 2 experts S-classement. Donc, l'un d'eux, c'est Daniel Aigret, qui était un ancien président de l'Observatoire de Paris, et qui a une vraie expertise. Je l'appelle le Alan Turing des classements. Il a craqué l'algorithme de Shanghai. Et c'est lui qui avait réussi à faire une simulation officieuse avant que Shanghai fasse une simulation officielle. Et c'est lui qui, dès le début, a travaillé sur le sujet, en effet, en lien avec la gouvernance. Donc, quand je dis gouvernance, c'est vraiment les chefs d'établissement de PSL. Et le choix s'est fait très rapidement sur, en effet, des classements spécifiquement orientés recherche. Donc QS également, THE et Shanghai. Et il y en a un autre qui est Leiden, qui est un peu moins connu du grand public, mais qui est un classement extrêmement important pour la recherche. Les autres classements, typiquement Usine Nouvelle, FT, etc., sont également utilisés dans les établissements en lien avec... voilà. C'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs, par exemple, fournissent ou non selon leur stratégie, et elles ont le droit, selon les statuts de PSL, de participer à des classements métiers, filières. Donc l'usine nouvelle pour les écoles d'ingé, FT pour Dauphine par exemple. Merci beaucoup. Merci Nelly.